C'est pas moi qui dis, c'est Jean-Marie Le Pen qui a dit finalement Éric Zemmour c'est le même que moi en juif, donc ça lui donne de la liberté. Il a quand même discuté avec une ancienne ministre Waffen-SS quand même. Donc vous chassez pas rien. le bon et le mauvais juif comme vous chassez le bon ou le mauvais juif comme Alexis Corbière chasse la bonne ou mauvaise musulmane. Vous mentez. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bah, allez-y, je pense à quel chiffre là ? 70 milliards. N'importe quoi. Je pensais à 1000. C'est pas le concours de la petite blague. Non, ce que tu veux, j'entends pas. Non, C'est ça normal ? Ni bien ni pas bien, je suis pas venue là pour avoir des bons ou des mauvais points. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe, vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Ah, Monsieur Chambaud, votre adversaire vient de marquer un point, une réaction. Les gens n'ont plein de cul des arabes. On se calme là, merde. Pas possible, c'est pas une cour de récré, merde. Faites la paix. Salut les amis, on est de retour dans le ring. Aujourd'hui, nous allons parler de la sociologie électorale en banlieue. Sujet maintes et maintes fois débattu, avec passion. Certains parlent d'une ouverture à la gauche en raison des problèmes socio-économiques qui existent. D'autres parlent d'un retour de tradition qui ferait ressurgir la droite, voire l'extrême droite. Y a-t-il un choix politique évident quand nous vivons en banlieue ? C'est la question que nous posons, et nous la posons avec Anis Red Skull, fondateur du label Hydra Music et chroniqueur sur Beurre FM, et avec Aurélien Taché, député du Val d'Oise, anciennement La République En Marche et maintenant Nouveau Démocrate, qui confrontent leurs idées et arguments sur ce sujet où trop peu de fois sont débattus avec des gens qui ont vécu dans ces banlieues. Vos débatteurs sont prêts, votre présentateur est prêt. T'es prête toi Mathilde ? Oui. On se retrouve dans le ring. Donc on se retrouve au cœur du débat. Je suis aujourd'hui avec Aurélien Taché. Bonjour Aurélien Taché. Bonjour. Vous êtes député du Val d'Oise et coprésident du parti Les Nouveaux Démocrates. Et vous avez plus récemment, vous êtes engagé dans la campagne de Éric Piolle et derrière plutôt l'Europe Écologie Les Verts, même si vous restez pour l'instant dans votre parti. Tout à fait. Et je suis avec Anis, aussi connu sous le nom de Red Skull. Anis, vous êtes chroniqueur politique pour Beurre FM. C'est ça, et vous êtes exactement. Et vous êtes le fondateur du label de musique rap Hydra Music. C'est ça. Aujourd'hui, on est là pour parler de sociologie politique et électorale au sein des quartiers, au sein des banlieues. Et j'aimerais d'abord, parce que ça a été à la base l'objet de ce débat, qu'on se pose la question de si jamais c'est possible, légitime ou pertinent de voter Zemmour ou Marine Le Pen, donc le camp national, quand on est dans les quartiers. Aurélien ? Bon, moi, je n'ai pas à dire que quelque chose est légitime ou pas. C'est-à-dire que j'ai jamais pensé que pour faire reculer les idées que je combats, parce que je combats les idées d'Éric Zemmour et de l'extrême droite, il fallait dire que ceux qui les soutiennent sont des idiots, n'ont pas le droit de voter pour ces gens-là. Moi, j'ai débattu 2 fois avec Éric Zemmour. Je ne fais pas partie des gens qui refusent de débattre avec lui. Après, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi, fondamentalement. Parce que pour moi, Éric Zemmour ou ceux qui défendent les idées d'extrême droite sont vraiment des gens qui, s'ils accédaient au pouvoir, mèneraient une politique qui serait complètement contraire à ce que à l'intérêt des gens qui vivent dans les quartiers populaires. Ce serait malheureusement des politiques encore beaucoup plus discriminantes qu'aujourd'hui, alors qu'il y a déjà pas mal de discrimination en France. Ce seraient des politiques antisociales et contre les catégories populaires, alors que les catégories populaires, au contraire, ont besoin d'être aidées par rapport sur les questions économiques, par exemple, pour augmenter les salaires, pour tout un tas de choses. Donc moi, je ne comprends pas comment on peut voter pour Zemmour ou Marine Le Pen quand on vit dans ces quartiers-là. Ou alors, c'est que, je ne sais pas, il y a tromperie sur la marchandise. Ils arrivent à faire croire des choses qui sont pas sincères. Je n'arrive pas à me l'expliquer autrement. Après, moi, je jette l'opprobre sur personne. Chacun est libre de son vote. Bah écoutez, vous commencez bien, monsieur Taché. Alors déjà, en catégorisant Marine Le Pen et Éric Zemmour d'extrême droite, vous leur faites gagner des points comme la plupart de la gauche d'aujourd'hui, car clairement on ne peut pas les cataloguer d'extrême droite. L'extrême droite vise à renverser la République, l'extrême droite c'est tout ce qui se ramène aux heures les plus sombres de notre histoire. Et clairement ces gens-là ne s'en revendiquent pas et n'ont rien à voir en fait avec ce courant d'idées. Pour le coup, vouloir renverser la République, c'est être d'extrême droite. Mais Éric Zemmour et Marine Le Pen se présentent à une élection présidentielle, pour le coup. Ils ne sont pas d'extrême droite pour vous, Anis ? Pour moi, ils ne sont pas d'extrême droite. Ils sont d'une droite très dure. Marine Le Pen serait même d'extrême gauche pour moi. En fait, pour moi, Marine Le Pen, ce serait plus de l'extrême gauche souverainiste, car si on enlève tout le chapitre valeurs et conservatisme de son programme, ça reste une pâle copie de celui d'LFI. Oui, c'est un chapitre important. Mais si on enlève l'immigration, le conservatisme, etc., ça redevient le même programme qu'LFI. D'ailleurs, en Italie, on a le mouvement 5 étoiles et la Lega del Norte de Matteo Salvini.
et Kanté Di Maio, qui se sont mis d'accord. Donc ça montre qu'il n'y a pas une très grande différence. Donc les cataloguer d'extrême droite, pour moi, déjà, c'est un faux argument. Et sur le fond du sujet, est-ce que les personnes qui vivent dans les quartiers auraient du sens et auraient raison pour leurs propres intérêts de voter pour ces camps-là? S'ils ont raison pour leurs propres intérêts, je ne suis personne pour le dire, mais en tout cas ça a du sens, oui, car quand on regarde par exemple le programme de Marine Le Pen, c'est beaucoup d'aide sociale et c'est aussi une préférence nationale, mais quand elle dit préférence nationale, notamment pour les HLM, elle parle des gens avec une nationalité française. Ça veut dire qu'elle ne parle pas d'un blanc gaulois. Elle parle d'un quelqu'un titulaire d'une carte d'identité française qui travaille ici, qui cotise dans les aides sociales en France, et voilà. Donc c'est pas déconnant en fait qu'une partie se retrouve là-dedans, puisqu'on a ce que j'appellerais une néo-immigration qui arrive un peu d'endroits où on n'a pas forcément les mêmes mœurs en fait, et qui a du mal à s'adapter à la population française. Je le vois dans certains quartiers, c'est le choc des cultures. Et aussi, on a ce manque des valeurs, car avant, quand nos parents ont débarqué, souvent, leur premier rapport à la France, en fait, c'était par le syndicalisme, par tout ce qui est les forces ouvrières, lutte ouvrière, etc. Ils apprenaient les valeurs françaises, car ils étaient avec des ouvriers qui étaient déjà français, ils venaient ici pour travailler au chemin de fer, aux mines de charbon, etc. Et en fait, ce rapport à la nation, aux valeurs françaises, où ils organisaient souvent des pots entre eux pour bien les intégrer à la communauté française. Ça n'existe plus aujourd'hui au niveau des syndicats d'extrême gauche. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'une bonne partie de la classe ouvrière vote maintenant RN plutôt que LFI ou Parti communiste. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce que vous venez de dire. Je vais reprendre par la fin. Je suis tout à fait d'accord avec le dernier point. Pour moi, il y avait effectivement une intégration, on va dire, une arrivée des populations issues d'immigration d'Afrique du Nord ou autre qui se faisait bien dans l'entreprise, par le syndicalisme dans les décennies 60, 70, 80 et qu'on a perdu, mais on l'a perdu en fait tout court ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de syndicats forts, il n'y a plus de grands partis de gauche dans ces quartiers populaires et c'est d'ailleurs une grosse partie du problème. Après on peut se demander pourquoi, c'est-à-dire qu'ils ont certainement échoué sur un certain nombre de choses sinon ils ne seraient pas aussi faibles, mais en tout cas ça fonctionnait bien. Après, c'est vrai que sur le reste, je suis en total désaccord parce que qu'est-ce qui constitue pour moi l'extrême droite ? C'est pas uniquement d'être révolutionnaire et de vouloir renverser la République. Je comprends votre argument, mais pour moi, c'est d'abord des idées. C'est-à-dire que vous dites Marine Le Pen, elle pourrait être d'extrême gauche, mais fondamentalement non, parce que l'extrême gauche, pour moi, c'est d'abord l'internationalisme. C'est travailleurs de tous les pays, unissez-vous. C'est en fait considérer que celui qui est comme vous en bas de l'échelle dans un autre pays, il est plus proche de vous que finalement, si je reprends la définition historique, que le capitaliste qui vous fait travailler, etc. Bon, je ne dis pas que moi c'est forcément mes idées. L'internationalisme, je pense que c'est bien parce que quand vous avez le terrorisme, le réchauffement climatique, des choses où finalement, si tous les pays ne mènent pas des politiques communes, vous n'arriverez à aucun résultat. Je pense qu'il faut être internationaliste. Après, moi, je ne suis pas communiste, donc ça appartient à d'autres. Mais voilà pourquoi déjà sur ce plan-là, j'ai une difficulté. Vous dites ensuite Marine Le Pen, la préférence nationale. Bon, déjà, alors ça, moi, j'en ai parlé dans un livre qui est sorti il y a quelques jours, ou que j'ai fait avec 2 chercheurs sur le nativisme. C'est la logique nativiste, c'est de se dire, finalement, ceux qui sont nés là et qui sont là depuis plus longtemps ont plus de droits que ceux qui arrivent. Mais attention, parce que quand on commence à trier comme ça, vous avez raison de dire que dans la loi... Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle ne le propose pas. Elle va faire la préférence nationale et elle ne pourra pas mettre plutôt les blancs que les noirs. Mais parce qu'elle ne peut pas, parce que la Constitution et les droits de l'homme l'empêchent. Mais là où, à mon avis... selon vous, si elle pouvait. Là où, à mon avis, vous faites... Peut-être, mais... Voilà. Peut-être qu'elle le ferait, mais elle ne pourra pas le faire. Et clairement, du coup, dire qu'il ne faut pas voter pour elle parce qu'elle va préférer les blancs aux noirs, c'est un argument pour moi qui est vraiment... Alors pour moi, il y a juste un point que je voudrais ajouter là-dessus. Vous avez raison, dans la loi, elle ne pourra pas le faire là tout de suite. Moi, je pense qu'elle et ses amis le souhaiteraient. Mais attention à ne pas sous-estimer en politique le pouvoir de l'influence. Quand Donald Trump a été élu, il a pris un certain nombre de lois qui ont été dans le sens de ce qu'il disait. Excellent bilan d'ailleurs, avant la Covid. Je trouve pas du tout. Et surtout, ce qui m'a le plus... ce pourquoi vraiment je pense que
ces gens-là sont extrêmement dangereux, c'est qu'en véhiculant des idées, ils libèrent un discours et des actes dans la société. Si demain Marine Le Pen ou Éric Zemmour sont élus au pouvoir, avec les propos qu'ils tiennent à longueur de journée sur les immigrés qui sont tous des violeurs, comme le dit Éric Zemmour, avec les musulmans qui finalement ne peuvent pas de toute façon concilier islam et règles démocratiques, etc., qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner que des gens qui sont aujourd'hui tranquillement chez eux, qui sont chez eux et qui se disent bon, faut que je fasse attention parce que clairement ce pouvoir ne me laissera pas si demain je veux aller m'en prendre aux immigrés, et ben ces gens-là vont se libérer. Ça va créer de la violence. Et donc même le bailleur HLM, quand il va donner des HLM, celui qui est un peu raciste sur les bords, si c'est Le Pen ou Zemmour au pouvoir, il va le faire lui le tri entre les blancs et les non blancs, parce que dire je suis tranquille, je suis couvert, la police, le gouvernement, il roule pour ces gens-là qui ont ces idées-là. Donc il faut faire attention à ça, parce que même si la loi change pas directement, dans la société, ça va avoir des conséquences très concrètes et des conséquences de division, de violence, de tri entre les gens en fonction de leurs origines. Ça, c'est très clair. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est l'extrême droite, même s'il n'y a pas la partie révolutionnaire de renverser la République. Et encore, Éric Zemmour, s'il pouvait renverser la République, moi j'ai déjà eu la discussion avec lui, s'il pouvait changer de régime et partir sur un truc un peu plus hard, il le ferait bien volontiers. Écoutez, là, on a la démonstration de tout ce que la gauche peut faire de plus beau. C'est-à-dire que là, on a eu clairement à entendre Aurélien Taché, en fait, c'est le Ku Klux Klan qui se présente aux élections. Je n'étais pas au courant. Je crois pas qu'il ait été aussi. Oui, j'exagère beaucoup. En fait, tout simplement, on a un arsenal de lois qui peuvent les contrer. Il y a la loi Dallot, notamment, de droit au logement opposable pour ce qui est des HLM. Peu appliquée. Il y a, comment ? Elle est peu appliquée. Elle est peu appliquée, ça c'est réel. Elle est peu appliquée, mais elle existe, elle est réelle. On a aussi, comment ça s'appelle ? C'était quoi déjà ? On a alors les logements HLM et attendez, c'était quoi ? Oh punaise, j'ai perdu le fil. Pour construire des HLM, c'est la SRE, non peut-être ? Je sais pas si c'est ça que vous voulez parler, mais non, c'est ah oui voilà. Donc pour ce qui est du logement, on a la loi Dallot qui est là, qui est écrite. Ensuite, on a tout un arsenal de lois en fait contre le racisme en général. C'est-à-dire que si un raciste demain décide de sortir dans la rue et d'aller, comme vous le dites, en toute impunité parce qu'il a entendu tel discours décomplexé, qu'il le fasse. Il en assumera les conséquences devant la justice, tout simplement. En fait, vous prenez les Français pour j'ai l'impression que vous prenez les Français pour des gens qui n'ont pas ce discernement en fait de faire attention entre les paroles de quelqu'un qui est en train d'essayer de plaire à un certain électorat, parce que c'est réel, il essaye de plaire à un électorat aussi raciste chez lui. Je suis pas là pour dire le contraire, mais j'ai envie de dire, il y a des racistes qui votent PS, il y a des racistes qui votent LFI, enfin la droite dure n'a pas le monopole du racisme. Et clairement, moi, je trouve ça choquant, des fois, certaines paroles, comme je l'avais dit précédemment dans mes interventions. Mais je sais que c'est de la politique, en fait. C'est de la politique, c'est de la démagogie, c'est du discours. On a des lois qui sont bien faites, le code civil, le code pénal, le code de procédure pénale. J'aimerais qu'on fasse évoluer le sujet et j'aimerais poser une question qui peut paraître assez étonnante, mais qui est revenue régulièrement sur beaucoup de questions. C'est toutes les parties traditionnelles de certaines familles musulmanes en banlieue sont-elles finalement très proches d'une gauche progressiste telle que parfois elle est vendue en banlieue ? Mais c'est pas parce que vous êtes musulman que vous êtes plus progressiste ou plus conservateur. Moi, vous savez, je me définis comme un démocrate. Je demande pas aux gens d'être tous progressistes. Si vous avez des familles musulmanes ou catholiques ou juives ou athées qui veulent être conservatrices, elles en ont bien le droit. Moi, mon propos, il est pas là. Juste sur les lois quand même. D'accord, on a toutes ces lois qui nous protègent, mais on est bien d'accord que s'ils prennent le pouvoir demain, ces gens-là, c'est pour changer les lois. Éric Zemmour a dit que les lois contre le racisme, il les abolirait. Donc attention quand même à ce qui arriverait. Maintenant, je vois bien où vous voulez, quelle question vous voulez me poser. Moi, je pense qu'il n'y a pas plus de gens conservateurs ou progressistes en fonction des religions. Et moi, mon point... Je parlais plus du conservatisme religieux, catholique, juif ou musulman, sans aucune distinction. Oui, j'ai compris. Mais... ce que je peux entendre, c'est que parfois il y a eu des injonctions de donner par la famille politique à laquelle j'appartenais auparavant. Moi, vous savez que j'ai commencé à militer au Parti Socialiste en disant aux gens, voilà, vous devez penser comme ci, comme ça, sinon vous êtes forcément d'horribles fascistes. Et parfois, ça peut, dans les catégories populaires aussi, heurter certaines valeurs traditionnelles ou autres. Et je pense pas que c'était la bonne manière de faire. Moi, j'ai jamais considéré ça. Moi, mon propos, il est de dire qu'il faut préserver
garder les libertés et la démocratie pour tout le monde. Et que quand on est de telle ou telle religion, ou de telle ou telle origine, on n'a pas moins de liberté ou de droits qu'un autre. Pour moi, être progressiste, c'est ça. Après, moi, à titre personnel, j'ai des positions qu'on va trouver très progressistes. Je ne sais pas, je vais vous dire n'importe quoi, je suis pour la PMA, la GPA, mais je ne demande pas aux gens forcément de l'être. Ça, c'est le débat démocratique. On a bien le droit de voilà. Donc, je pense que oui, vous pouvez avoir dans les quartiers populaires des gens qui ont des valeurs conservatrices là-dessus, je ne le nie pas du tout. On en débat démocratiquement. Ce qui me pose problème avec des gens comme Éric Zemmour ou Marine Le Pen, c'est qu'on n'est pas juste avec, je sais pas moi, la droite conservatrice classique, j'en sais rien, moi, Bruno Retailleau par exemple. On est avec des gens qui en réalité ont un programme qui, sans le dire, veut donner des libertés ou le droit de parole à certains, mais en exclure d'autres. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez pouvoir être conservateur ou ce que vous voulez si vous êtes de telle ou telle religion et avoir le droit aux voix au chapitre dans le débat français, mais pas d'autres. Quand Éric Zemmour dit « vous n'avez pas le droit de porter le voile en France, c'est la laïcité », il ment. La laïcité, c'est pas de ne pas porter le voile. Et ça ne le gêne pas du tout qu'en revanche, il y ait des familles catholiques très conservatrices qui vivent leur vie de manière voilà, très traditionnaliste ou autre. C'est juste qu'il n'aime pas les musulmans, en fait. Faut qu'ils le disent. Voilà. Si je peux me permettre, par rapport au voile, il avait dit lui-même à la dame qui a demandé de se dévoiler. Je suppose que ça vous a choqué d'ailleurs? Moi, ça m'a pas choqué à titre personnel. Mais d'ailleurs, cette femme se mange un flot d'insultes, même de gens de la France insoumise, notamment comme Alexis Corbière, qui ne sont même pas musulmans, qui se mettent à chasser la bonne ou mauvaise musulmane. Hein. C'est horrible. Mais je suis assez d'accord avec vous que c'était pas très malin, cette déclaration d'Alexis Corbière. Pour revenir à ça, juste après que cette femme se soit dévoilée, je trouve que ça a été peu repris et peu entendu. Il le dit que lui-même étant issu de la communauté juive, donc pour le coup, il est capable de faire son autocritique. Il est contre le port de la kippa aussi. Donc voilà, c'est unilatéral. Après, je ne suis pas d'accord avec ceci, car moi je suis plutôt pour le port du voile dans la rue, par exemple. Mais ça peut se débattre dans les institutions comme les mairies, etc. Moi je comprendrais qu'ils l'interdisent, par exemple. Mais pour ce qui est de ce débat-là, c'est pareil, c'est des arguments que vous utilisez. Mais vous rappelez pas qu'il sait faire son autocritique aussi et dire qu'il est contre la kippa. Je comprends votre point, sauf que moi, j'en suis à un stade où j'en viens à me demander quelle est vraiment... et c'est pas, je ne vais pas faire l'introspection personnelle d'Éric Zemmour, mais moi, ce que je vois, c'est que de plus en plus de gens de confession juive considèrent qu'Éric Zemmour est antisémite et qu'il a un vrai problème, en fait, même avec la judéité, en réalité. Ses derniers propos sur ce qu'il a dit sur Pétain, ce qu'il a dit sur les victimes de Mohamed Merah sur Israël, la manière dont il a, finalement, de tout le temps dire son amour au catholicisme politique et ses amis qui sont finalement souvent des catholiques identitaires qui sont antisémites, pose question. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Marie Le Pen qui a dit finalement Éric Zemmour c'est le même que moi en juif, hein, donc ça lui donne de la liberté. Il a quand même discuté avec une ancienne ministre Waffen-SS quand même. Donc c'est pas rien. Le bon et le mauvais juif comme vous chassez le bon ou le mauvais juif comme Alexis Corbière chasse la bonne ou mauvaise musulmane. Non, c'est pas ça, mais est-ce que vous pourriez être d'accord avec moi quand je dis que quand on est juif, c'est assez étonnant de dîner avec la fille de quelqu'un qui a mis des gens dans des chambres à gaz. C'est quand même assez étonnant. S'il a décidé de dialoguer avec elle, d'ailleurs il s'est expliqué là-dessus, il n'était pas au courant justement de sa filiation à la dame. Il était à un dîner avec plusieurs personnes, il n'était pas au courant de sa filiation, il s'est expliqué là-dessus, je crois que c'était Cherouquet, mais je suis pas sûr. Mais pour en revenir à ça, oui, moi, à titre personnel, par exemple, je discuterais volontiers avec un colon algérien, avec un colon de la guerre d'Algérie, qui a même torturé des ancêtres à moi, hein, si c'est un dialogue constructif. Et pourquoi vous feriez ça ? Pourquoi je fais ça ? Parce que je suis plus pour le dialogue que pour l'invective, l'agression, en fait. Je trouve qu'on peut très bien échanger des idées, comme M. Taché l'a dit tout à l'heure, il a déjà débattu plusieurs fois avec Zemmour. Voilà. En fait, moi, je suis de culture française, hein, comme tout le monde ici, je pense. Et clairement, on a cette culture, en fait, du débat, d'avoir toujours vouloir ramener des meilleurs arguments que la personne en face de nous, etc. Voilà. Moi, ça, je comprends quand vous dites ça, mais c'est vrai que, d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez dit il y a un choc des cultures, certains, ce que vous appelez la néo-immigration, bon... Moi, ça m'a un petit peu choqué, je suis pas d'accord avec ça. Mais par contre, ce qu'est la néo-immigration, ça m'intéresserait, c'est vrai. Mais par contre, là, ce que vous venez de dire, du coup, je fais le lien avec, parce que pour moi, la culture française, c'est effectivement les valeurs démocratiques. C'est la culture du débat. Tout ce qu'on demande aux gens qui viennent ici ou qui vivent ici, c'est d'accepter que les autres aient un point de vue différent, une religion différente, une origine différente, et de respecter la loi. Et on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui acceptent pas que d'autres ont une idéologie différente ou des mœurs différentes des leurs.
Alors, pour cela, moi je suis d'accord qu'il y a un problème de vie en France, parce qu'en France c'est des valeurs démocratiques. Mais pour moi la culture française ça n'est rien d'autre. Après vous pouvez très bien avoir la culture que vous voulez sur le plan, je sais pas moi... gastronomique. Oui musical, voilà, artistique. gastronomique, musical, artistique, même la manière de vivre en famille, tout ce que vous voulez, la religion, peu m'importe moi. Si vous respectez la loi et que vous acceptez que les autres aient un point de vue différent de vous. Et ce qui me pose problème avec Éric Zemmour, c'est que j'ai le sentiment que lui, il n'est pas du tout dans cette chose-là. Il définit encore hier soir à la télé longuement ce que serait selon lui la culture française en citant un certain nombre de choses. Moi, si vous voulez, je comprends pas parce que j'y suis très attaché aussi à la culture française, mais à ce moment, la grosse différence que j'ai avec ces gens-là, c'est que quand on aime la culture et qu'on ne veut pas qu'elle disparaisse, quand on aime sa culture, moi j'aime la peinture française, la littérature française, j'aime manger une entrecôte, etc. Je veux pas que les autres, la culture des autres disparaisse, sinon c'est que vous aimez pas la culture. Le meilleur moyen de défendre sa culture, c'est d'accepter que ceux qui viennent gardent une partie de la leur et que tout ça enrichisse une nation. Une nation, elle ne doit pas être fondée que sur une culture. Moi, c'est ça que je ne comprends pas avec les idées d'Éric Zemmour. Parce qu'il ne veut pas que... Pardon. Vas-y. Parce qu'il ne veut pas que cette culture, en fait, devienne la néo-culture française, et je le comprends. J'aimerais qu'on fasse évoluer le débat sur notamment toute la sociologie électorale, on va dire, des quartiers. La gauche a toujours été beaucoup plus présente en banlieue et dans les quartiers. J'aimerais déjà qu'on comprenne pourquoi c'est de plus en plus en train de basculer vers un abstentionnisme ou vers les extrêmes. Alors, moi, je pense qu'historiquement, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, on avait des syndicats qui étaient aussi ceux qui, dans les quartiers populaires, quand des travailleurs arrivaient, parce que rappelons-nous que l'immigration dont on parle, notamment l'immigration issue du Maghreb dans les années 70-80, c'est une immigration de travail. C'est les papas qui partent travailler. Souvent, la famille reste dans un premier temps au pays. Et puis après, il y a eu la politique du regroupement familial. Et donc, voilà, sous Giscard. Donc, au départ, les hommes viennent pour travailler. Donc, ils peuvent être dans les syndicats pour que tout simplement sur l'accès aux droits. C'était intéressant le débat qu'on avait juste avant. Pour moi, il n'y a aucune culture qui ne peut pas être soluble dans la démocratie. Par contre, parfois, vous avez besoin de faire un travail au départ. Ce que faisaient ces syndicats, voilà comment ça se passe en France, voilà comment tu vas faire pour la banque, je ne sais pas quoi, le français, l'école de tes enfants, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus de corps intermédiaire ou de gens pour le faire. Et donc, moi, ce que j'aurais souhaité, si j'avais fait un rapport au début du mandat là-dessus, que j'avais remis à Édouard Philippe et Emmanuel Macron, c'est qu'on refasse une politique d'accueil et d'intégration pour les gens qui viennent d'arriver. Moi, je ne parle pas pour les gens qui sont français, et qui sont, ça n'a rien à voir. Ça, c'est la question de l'égalité, des discriminations ou du respect de la loi, c'est autre chose. Mais les gens qui viennent d'arriver, quand vous arrivez du Soudan, quand vous arrivez du Nigeria, moi je me rappelle de réfugiés que j'avais vus, qui arrivaient de ces pays-là, et la jeune fille, je discutais avec elle, elle me dit mais moi je sais même pas ce que c'est un CV. Forcément, faut aider les gens, faut leur apprendre la langue, faut leur expliquer comment on cherche du boulot ici, quelle est la manière de faire, etc. Si vous faites ça, c'est pas extrêmement cher, hein. Moi j'avais chiffré ça coûte 600 millions d'euros par an, c'est rien par rapport au budget de l'État français qui est de plusieurs centaines de milliards d'euros. Vous avez des gens qui très rapidement vont travailler, parler français, etc., puis faire leur vie dans ce pays. Et s'ils respectent la loi, quel est le problème? Mais plus personne ne fait ça. Et parce qu'on ne fait pas ça, parce qu'on ne veut pas faire ça, on dit c'est de la faute de leur culture, ils veulent pas s'intégrer, c'est de leur faute. Mais arrêtez, c'est une hypocrisie. La réalité, c'est qu'on ne veut pas les accueillir, ces gens-là. Cette vague d'immigration, elle est arrivée notamment, elle a commencé, les balbutiements c'était sous la fin du mandat de Sarkozy, et elle a commencé à vraiment exploser sous le mandat de Hollande, et elle prospère maintenant sous le mandat d'Emmanuel Macron. Ces deux gouvernements auxquels vous avez plus ou moins participé de près ou de loin, si je me trompe. Tout à fait. Donc, tout à fait. Mais pourquoi n'avez-vous pas fait ces choses-là? Moi, j'ai fait ces propositions et pourquoi vous avez fait des j'ai propositions, quitté. mais Parce que malheureusement, c'est pas moi le président de la République, mais peut-être ça arrivera un jour, j'espère. Non, je plaisante. Mais non, mais je veux dire, en tant que député, j'ai fait des propositions. J'ai soutenu ces gens-là, et au bout d'un moment, quand ils n'ont pas écouté mes propositions, j'ai fini par les quitter. Vous m'accorderez au moins la cohérence. Voilà. Pour partir avec Yannick Jadot qui récupère quelques déchets de cette époque-là du PS. Bon, j'espère que vous ne me traitez pas de déchets, mais je ne vais pas le prendre comme ça. Non. Mais je pensais bien que c'est pas ce que vous vouliez dire, mais enfin. Oui, mais du coup, ça serait une question d'acceptation de la culture des étrangers qui ferait que les quartiers, les zones populaires votent plutôt à gauche. Et moi, je voudrais vous poser la question. Alors, vous pensez que ce serait une bonne idée de faire ce que j'ai proposé là, pour que les gens puissent trouver le moyen de s'intégrer, ou vous préférez qu'ils viennent pas? Oui, clairement. Ah, d'accord. Mais moi, je suis pas foncièrement contre l'immigration. C'est juste que là, comment ça se passe actuellement, c'est le bordel, pour parler. Je suis d'accord avec vous. Trivial, franchement, je suis d'accord avec vous. C'est le bordel. Je suis d'accord. On a, c'est ce que je disais tout à l'heure, une néo-immigration qui arrive, et c'est plus. Pour ce qui est de l'immigration, par exemple, qui vient de certains pays du Maghreb, c'est de l'immigration de confort, très clairement, monsieur Taché. Moi, je suis en contact régulièrement avec mon bled, comme on dit, chez des allers-retours en Algérie, par exemple.
En Algérie, la plupart des gens qui migrent, ils viennent parce qu'ils sont bloqués par un système. Hein. Clairement, il y a un système corrompu là-bas, etc. Voilà. Mais on a aussi beaucoup de gens qui viennent par confort, parce qu'ils refusent de faire leur pays, de rester dans leur pays, de galérer. Alors que, je sais pas, je pense qu'un Français, par exemple, si la France traverse une période d'austérité, il va pas penser à se barrer en Espagne ou en Belgique, je sais pas. Mais et du coup, cette immigration de confort. Je pense que c'est comme tous les pays, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Oui. Vous l'avez très bien dit pour l'Algérie, c'est pareil. Ce serait pareil pour les Français. Il y en a qui resteraient, il y en a qui partiraient. Mais je pense quand même un peu moins. Mais après, parce qu'on a un système plus structuré aussi, faut dire les choses. En Algérie, c'est vraiment aussi le bordel au niveau même des plus hautes sphères de l'État. Mais pour revenir, en fait, on a une néo-immigration qui arrive et qui n'est pas vraiment adaptée à nos mœurs. Il n'y a rien pour les intégrer. Quand on voit ce qui se passe Porte de la Chapelle, notamment, maintenant, ça a été déplacé à Rosa Parks, puis après au Jardin, puis maintenant vers le parc de la Villette. Mais quand on voit des phénomènes comme ça n'a rien à voir avec l'immigration que la France a connue auparavant. Auparavant, l'immigration que la France a connue, elle venait par exemple du Maghreb ou des pays d'Afrique. Ces gens-là, ils sont francophones. Vous voyez, même la plupart, ils sont gaullistes même. C'est impressionnant. Mais je sais bien. Ils sont francophones. Ils ont déjà eu, par exemple, s'ils viennent du Maghreb, ils ont déjà eu une scolarité, puisqu'ils arrivent généralement ados. Ils ont déjà eu une scolarité où ils ont appris le français, une scolarité en français, etc. Donc je veux dire, ils ont moins de difficultés à s'intégrer pour moi. Mais des Afghans, des Soudanais, je suis désolé, je vais parler vraiment crûment, mais il y a de la place en Égypte, il y a même de la place en Algérie, puisqu'on a une forte immigration burkinabé, par exemple, en Algérie. Et au lieu d'aller en France, ils restent là-bas, ils travaillent. D'ailleurs, c'est puisque le pays a besoin de main-d'œuvre. Clairement, en fait, je comprends pas pourquoi la France en particulier. Parce que vraiment, et là, je dis ça encore une fois cash, c'est la merde pour certains SDF français, même, qui sont malheureusement pour la plupart issus d'anciennes vagues d'immigration. Et on aide des migrants qui viennent d'arriver à leur place. Oui, mais pourquoi choisir, si vous voulez ? Moi, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, c'est le bordel. Aujourd'hui, il n'y a pas de politique qui est mise en œuvre à tel point. Vous comprenez qu'il y a une frustration qui naît dans ces quartiers et que du coup, quand ils entendent un discours qui est un peu hostile à cette immigration, ils s'y retrouvent. Oui, mais alors je comprends. Honnêtement, je comprends. Je l'entends comme vous. Je suis élu à Cergy. Je connais des gens issus de cette immigration qui vivent dans ces quartiers-là et qui tiennent ces discours-là aussi. Vous êtes élu du Val d'Oise. Tout à fait. Et ça va permettre de reboucler un petit peu avec la question. Évidemment que c'est ce qui se passe, mais ça, c'est un piège. Faut pas qu'on tombe dedans. Déjà, les vagues d'immigration dont vous parlez dans les années 70-80, c'est vrai qu'il y avait eu des choses de fait. C'est nous qui avons été chercher les gens. Mais ces gens venaient avec un but, surtout. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Bon, on a mis les gens, et ça va reboucler avec votre question, pourquoi la gauche est coupée des classes populaires, dans les quartiers, des quartiers populaires. Alors qu'à la base, c'était justement là où... alors, mais sauf alors attendez, parce que, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? On construit des HLM, on fait venir les gens pour travailler dans l'industrie ou dans le bâtiment, là où on a des besoins, puis après, on laisse tomber. Et on se préoccupe pas de savoir si leurs enfants vont pouvoir aller dans les mêmes écoles, si tout ça va se mélanger et faire un beau pays. Non, et même pire que ça, vous avez des maires, je le dis, moi j'ai pas de problème à faire la critique, des maires communistes ou autres qui disent non, il faut que les gens restent parce qu'ils votent pour nous. On va leur donner un petit peu des subventions, 3 associations, 3 colonies de vacances. Mais je suis d'accord, mais moi cette gauche-là, je la rejette. Moi je veux une gauche qui, en tout cas, mes idées politiques, c'est de considérer qu'il faut pas prendre les gens pour des enfants, qu'il faut arrêter avec cette espèce de paternalisme et qu'il faut l'égalité et qu'il faut juste. Mais par contre, ça suppose de pas avoir de racisme, ça suppose, et vous l'avez dit tout à l'heure un petit peu, et je suis pas totalement désaccord avec vous, il y a des gens dont le racisme n'est pas frontal et assumé, dont il est plus discret, au Parti Socialiste. Moi, combien de fois j'ai vu des gens issus de l'immigration, ils devaient attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans au fond de la salle avant d'avoir peut-être la chance de se présenter, puis à la fin, on leur dit... J'ai été au MJS, voilà, je connais bien ça. Tu comprends, ça va être compliqué, avec le vote FN, vaut peut-être mieux pas que tu y ailles. Non, mais ça, c'est absolument indigne, et ça fait que les gens, ils finissent par se dire, mais en fait, ils me prennent pour des... On préfère encore les autres, au moins ils assument. Moi, j'ai eu plein de jeunes qui viennent me dire, au moins Marine Le Pen, elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit ce qu'elle pense, contrairement à tes amis socialistes. Donc, j'entends bien cette chose-là. Donc, à mon avis, la coupure avec les catégories populaires de la gauche, elle vient de là. Parce qu'à l'époque, il y avait eu quelque chose d'un peu mis en place avec les HLM, les syndicats, etc., qui étaient plutôt de gauche. Puis après, on a laissé tomber les gens et on ne leur a pas permis d'arriver pour leurs enfants, leurs petits-enfants, parce qu'au début, vous venez dans un pays, vous travaillez, etc. Mais après, vous voulez que vos enfants, vos petits-enfants, fassent des études et ils réussissent. Et là, on a laissé tomber. Les écoles dans ces quartiers, elles ne sont pas bonnes. Les gens qui y vivent, ils n'arrivent pas à aller se loger ailleurs. On les a laissés tomber. Donc ça s'est coupé de la gauche. Mais aujourd'hui, c'est encore pire parce qu'il y a des gens qui viennent... on ne fait rien du tout, on leur met même pas un bout de... Moi, vous savez, ok, on peut avoir un débat là-dessus, tout le monde... Puis on va pas prendre chaque cas individuel, mais moi, dans beaucoup de réfugiés que j'ai vus, vous parlez des Afghans, etc., il y a aussi pas mal de gens du Soudan, etc., moi, la plupart des gens que j'ai vus, ils m'ont pas demandé un HLM, un RSA, Ils m'ont demandé le droit de travailler
C'est pour ça que dans mon rapport, j'avais dit donner le droit de travailler aux demandeurs d'asile et ça, quelques cours de français. Et il me dit, moi, je vais me débrouiller. C'est souvent des hommes. Hein. Il me dit, moi, je me débrouillais. Je veux pas de l'assistanat. Hein, je veux travailler et un cours de français. Enfin, voilà. Qui viennent de loin et qui se sont battus pour j'allais en venir là, justement, puisque aujourd'hui, quand on fait une demande de droit d'asile, on bénéficie d'une, si je dis pas de bêtises, une carte bleue assez spéciale. C'est une petite carte qui vous permet d'avoir votre allocation, quoi. Qui permet d'avoir une allocation de 200 € à peu près. Ah ouais, ça a été dévalué du coup. Ouais, ça a été. Dernière nouvelle. Quand vous êtes à la rue. Okay. Et si vous avez un hébergement, c'est 150 ou 200 €. D'accord. Et ces gens-là, pourquoi on les fait pas travailler en fait, tout simplement, c'est une bonne manière de les intégrer, plutôt que de là-dessus, je rejoins Monsieur Taché, c'est vrai, pourquoi on les fait pas travailler, plutôt que de leur donner de l'argent gratuit pour parler vulgairement. Bah moi je suis plutôt d'accord avec ça, et voyez-vous, je pensais que c'était dans la logique de Macron, et quand j'ai proposé qu'on autorise le travail des demandeurs d'asile, ils m'ont dit non, et vous savez pourquoi ils disent non? Ils disent parce que après, si la personne, on a envie de la virer, si elle a un boulot, on pourra pas la renvoyer chez elle. Drôle de logique, si le gars il a à parler français, qui travaille, que ça se passe bien, pourquoi on voudrait le renvoyer chez lui? Il y a bien un fond quand même qui va pas dans cette affaire. Parce qu'il y a toujours un même, monsieur, il n'y aura pas 100% d'intégration réussie dans ces gens-là, on voit bien, malheureusement, les statistiques le prouvent très bien, je sais plus c'est quoi les chiffres exactement, il n'y a pas de statistiques ethniques, mais il y a des statistiques sur Français étrangers dans la justice. Puisqu'à chaque fois on discrédite ça, mais c'est des chiffres du gouvernement. Hein. À chaque fois que je vois quelqu'un sortir cet argument à la télé, vraiment, j'entends statistiques ethniques, interdit. C'est pas des statistiques ethniques, c'est des statistiques sur la nationalité. Et clairement, par exemple, pour ce qui est des agressions sexuelles, c'est de l'ordre de plus de 70% commises par des étrangers, monsieur, dans les transports. En zone urbaine. En zone urbaine, oui, dans les transports en commun, de toute façon, voilà. Attendez, on peut en parler de ça, parce que moi, vous voyez, après, des étrangers, ça peut être des Allemands, ça peut être des Américains, non, évidemment. Mais moi, je voudrais dire deux choses là-dessus. D'abord, encore une fois, est-ce que c'est lié à la culture des gens, ou est-ce que c'est lié au fait... Non, mais attendez, je vous donne mon point de vue, vous me donnerez le vôtre. Pour moi, c'est pas lié à la culture des gens, c'est lié essentiellement au fait que, effectivement, vous êtes dans des endroits où il y a de la violence, de la criminalité, de la pauvreté, et donc forcément, statistiquement, il y a plus de crimes d'une manière générale. Après, sur la culture, je voudrais dire un mot sur la culture. Moi, je suis vraiment... Je m'appelle Taché, enfin voilà, à ma connaissance, j'ai pas de, ou en tout cas bien loin, si je suis issu d'immigration dans ma famille, j'ai vécu dans des villages ruraux, etc. Je peux vous dire la violence envers les femmes, les violences sexuelles. Quand on vient m'expliquer que les musulmans sont tous forcément d'affreux machistes violents qui aiment pas les femmes, mais que venez vivre dans mon bled. Le mien à Saint-Pompin dans les Deux-Sèvres, le nombre quand j'étais petit autour de moi d'inceste, de violences sexuelles, de misère mais qu'on ne lie pas ça à la culture. C'est la misère sociale qui crée ça, en réalité. Et vous avez même dans les catégorisés, donc c'est même plus que ça, c'est des valeurs machistes qui sont ancrées dans la civilisation quasiment humaine, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où et donc ça n'a absolument rien à voir avec la culture ou les religions, c'est ça que je voudrais dire. Bien sûr que ça existe, mais ça n'a pas à voir avec les religions, je suis d'accord, hein, les musulmans n'ont pas le monopole de taper leur femme, et tout, n'importe qui tape sa femme en fait, enfin je veux dire, peu importe sa religion, son pas tous les hommes, comment dire, je veux dire, vous m'avez compris. C'est même soit une minorité. J'aimerais qu'on fasse évoluer le sujet justement de toute cette question de sociologie électorale. Certains quartiers aujourd'hui, et ça a été documenté par plusieurs auteurs, dont les derniers en date d'Ave et l'Homme, qui sont des journalistes du Monde, sur les questions de territoires perdus, et notamment sur fond d'islamisation de certains quartiers. Moi, j'aimerais qu'on se pose la question de comment on pourrait faire une reconquête démocratique et donc, du coup également électorale de ces quartiers-là. Déjà, il y a un truc qui est dit en fait souvent, même pour le coup le camp national, que même si j'ai beaucoup de désaccords, j'ai plus de tendance à les soutenir, parce que je suis apolitique, hein, il y a en effet une confusion. En fait, ils confondent le musulman et la racaille, ces gens-là. Genre pour eux, musulman égale racaille, surtout Éric Zemmour, pour citer les choses clairement. À chaque fois qu'il va parler de délinquance, il va se mettre à parler d'islamisation. Sachez que dans les quartiers, la plupart des musulmans, par exemple, pratiquants traditionnels, entre guillemets, qui vont à la mosquée, qui font le jeûne, qui sortent avec la tenue le vendredi, etc., ces gens-là, ils en ont marre en fait de tout ce qui est délinquance et tout, et ils en ont marre même d'entendre que ça vient de l'islamisation des quartiers, hein, d'ailleurs. Mais quand ils voient que la gauche a une réponse faible face à ça, et que la droite, même si elle a des paroles maladroites, hein, c'est clair de le dire, propose des réelles solutions comme renforcer les pouvoirs de la police, même la présence dans certains quartiers policiers pour justement faire en sorte une reconquête des quartiers, quoi, clairement, parce qu'il y a des quartiers, moi je suis dans une banlieue où tout se passe très bien, hein, mais il y a des quartiers où c'est des enclaves, ils sont enclavés, où je m'y rends même des fois.
Ces quartiers-là, si on monte pas patte blanche, on ne passe pas l'entrée, quoi. Ouais, mais alors là, on parle, ce que vous dites, c'est très intéressant, parce que là, on parle de délinquance. C'est-à-dire que ce qui pose problème, moi, la reconquête, d'abord, le mot reconquête, bon, vous l'utilisez parce qu'il est utilisé dans le débat, je dis pas que c'est vous qui l'avez choisi. Et qui vient de David Lhomme, et c'est pour ça que je me permets de Ouais, mais reconquête, c'est pas tout à fait neutre, c'est reconquista, c'est les catholiques qui virent les musulmans, historiquement, c'est pas tout à fait neutre. Mais enfin, bon, bref. Moi, je pense que le problème, il vient pas tellement je suis d'accord avec ce que Anis vient de dire, le problème, il est pas du tout. Islamisation, ça veut dire quoi? Encore une fois, si le problème, c'est que finalement, on ne veut plus en France des droits de l'homme et des libertés pour certains, si on ne veut plus que tout le monde ait le droit de choisir sa religion et d'exercer librement, il faut le dire. Moi, j'appelle ça le nativisme. Encore une fois, c'est culturaliser la citoyenneté. C'est plus les droits de l'homme, c'est autre chose. On est dans un autre délire. On se dit que la France, c'est une république qui a telle religion, telle catégorie d'origine. Moi, je vais être très heurté par ça, mais au moins, il faut l'assumer. Si le problème, par contre, c'est de montrer patte blanche parce que vous avez des dealers ou des gens qui tiennent un quartier, c'est ça le sujet qu'on veut traiter ensemble. Donc, il faut pouvoir, pour faire ça, d'abord, dans un certain nombre de quartiers, effectivement, on voit bien qu'il y a une telle violence et une telle misère. Il faut quand même à un moment se demander comment on va sortir les gens de là, comment on va refaire des politiques de logement qui permettent aux gens d'aller vivre ailleurs ou ramener des nouvelles populations ici. Mais il y a un vrai sujet de ce qu'on appelle péter le ghetto. C'était le maire de Sevran, il avait cette expression, j'aimais bien, il faut péter le ghetto. Voilà, donc, et la pauvreté est le principal facteur? En fait, c'est des choses qui se cumulent. Quand vous avez une grosse pauvreté, quand vous avez... tout ça se nourrit après avec l'insécurité, la délinquance, etc. C'est un peu la poule et l'œuf. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec la religion, quoi. D'abord, moi, les vrais quartiers dits islamisés, j'aimerais bien qu'on me les montre. Ensuite, si... ça existe quand même. Ouais, il y en a un peu, je suis d'accord. Mais les quartiers islamisés ne sont pas des quartiers délinquants. Exactement. La mosquée, en général, est plutôt un facteur de paix dans un quartier. Et c'est pas là où les gens se radicalisent. Mais par contre, vous pouvez comprendre que ça puisse gêner quand même certaines personnes qui sont attachées à la laïcité et à la culture française. Moi, en tant que musulman, j'arrive à le comprendre. Mais qu'est-ce qui doit les gêner? Qu'est-ce qui doit gêner? C'est-à-dire qu'il y ait une mosquée, ça me gêne pas. Ça veut dire, par exemple, Zemmour hier à Drancy, qui était dans une boucherie halal, et qui parle au propriétaire et qui lui dit, mais clairement, oui monsieur, c'est très bien, vous avez une boucherie halal, c'est très bien, il faut même des boucheries cachères pour les juifs et tout. Le problème, c'est que s'il y en a partout, c'est un problème. À Colombes, on a eu où je vis, on a eu ce problème avec un commerce qui vendait... justement, qui était un commerce, entre guillemets, c'était pas un commerce islamique dans le sens où ça vendait des articles religieux, mais en gros, ça vendait du halal et ça vendait pas d'alcool, ça vendait pas de viande porcine, par exemple. Et il avait signé une convention pour être un magasin d'alimentation générale et c'était le seul du quartier. Dans un quartier où il n'y a pas que des musulmans, en fait. Et du coup, oui, je suis d'accord. Et du coup, la mairie, ils doivent partir depuis. La mairie a demandé à ce qu'ils partent. Et puis au final, ils se sont mis à déplacer un Lidl qui avait de l'autre côté de la ville pour le mettre dans le quartier pour que les gens aient accès à cette surface pour pouvoir faire leurs achats. D'alimentation générale. D'alimentation générale. Et ça, par exemple, je peux le comprendre, moi, que ça agace certaines personnes. Moi, par exemple, je m'appelle Jean-Paul, imaginons. J'ai envie de me faire, je sais pas, moi, ma bouteille de Montbazillac avec ma chérie, et j'arrive, j'ai pas moyen de le faire parce que je suis dans un quartier où il n'y a plus ça. Mais je suis d'accord, mais est-ce qu'on est d'accord qu'on est dans une économie de marché? Pourquoi, à votre avis, il n'y a pas de boucherie il lui dit aussi que c'est à cause du remplacement de la population. Non, mais c'est pas une question de remplacement, c'est une question de ce qu'on disait juste avant. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de politique de mixité, si vous arrivez et que vous avez que des gens qui viennent de tel ou tel pays, et comme c'est les apparts les moins chers et qu'ils ont moins de chances d'arriver à trouver un bon boulot, des bonnes études ou un bon logement en France, ils sont obligés de venir là, forcément, vous avez tous les gens au même endroit. Donc forcément, le commerçant, lui, il va donner ce que les gens du quartier majoritairement attendent. Parce que s'il n'y a que 3 Jean-Paul dans l'immeuble, lui, le boucher, il va pas s'en sortir. Pourquoi dans les HLM, on met une famille qui débarque en France plutôt que de mettre, par exemple, je sais pas moi, un étudiant de Nanterre université qui est dans une chambre de 9 mètres carrés au même prix dans Paris? Je suis hyper d'accord avec vous, moi. Moi, je pense qu'il faut que dans ces quartiers-là, on puisse, dans ces HLM, loger des populations un peu différentes et qu'à l'inverse, on aide les gens. Bon, vous voyez, pourquoi on a mis que de l'immigration? Non, du coup, et même de la néo-immigration. En fait, qu'il y ait des gens issus de l'immigration, c'est normal. On est là depuis les années 60, 70, etc. C'est normal. Nos parents, ils ont construit la France et tout, c'est normal. Mais c'est une réalité. Il y a des gens qui débarquent, je sais pas moi, depuis 2008, par exemple, ou 2010, ils ont un HLM. Alors que, encore une fois, et un HLM, c'est quoi? C'est entre 400 et 800 euros par mois. Il y a des étudiants qui payent entre 400 et 800 euros par mois pour vivre dans 9 mètres carrés.
Alors parfois ça cause Et d'autres des problèmes. Moi, étudiants vous savez, bien français, à Cergy par exemple, et il y de a, toutes les il y a couleurs, beaucoup hein. d'étudiants dans certains quartiers. Notamment l'école des sectes. Et alors, ouais, exactement. Et on pourrait se dire, vous voyez, si on connaît pas ces quartiers, Éric Zemmour, il va dire, je suis sûr que ces étudiants se font agresser et vivent mal dans ces quartiers. La réalité, c'est que moi, c'est les familles de ces quartiers qui viennent me voir en me disant, on n'en peut plus, des étudiants font du bruit, ils font la fête, c'est gênant. C'est plutôt l'inverse. Bref, c'était pour faire une petite blague, Non, pour mais montrer que souvent, la vie des c'est quartiers, les gens la connaissent mal. Mais je suis d'accord avec vous. Moi, le vrai sujet, et là, j'aime pas ce mot de reconquête, vous avez compris, mais enfin, le vrai sujet, c'est comment on vit ensemble en réalité. Ça paraît. Ben moi, je vais plutôt utiliser mon langage de gauchiste des années 80, c'est pour vous faire sourire. Mais moi, je parlerais plus de vivre ensemble, comment on vit ensemble, comment on fait de la mixité, comment ces mots, ils sont un peu désuets, je suis d'accord avec vous, mais en vrai, on voit très bien ce qu'on veut dire. Comment on fait qu'il n'y ait pas qu'une seule culture ou ethnie dans un quartier, comment on fait pour qu'il y ait différents milieux sociaux, comment on fait pour retravailler là-dessus. C'est des politiques de logement, c'est travailler sur la carte scolaire, c'est remettre de la police. Point, barre. C'est ça le sujet. C'est pas l'islam. On est d'accord, je crois, sur ce point. Oui. Je pense que ceux qui parlent de ça connaissent pas du tout de quoi ils parlent. Et même sur la question du terrorisme, parce qu'on a vécu des choses terribles en France, très souvent, encore une fois, les gens qui ont une pratique religieuse classique, traditionnelle, qui peuvent avoir des valeurs conservatrices, mais qui sont pas du tout des gens qui sont contre la République, contre les lois ou terroristes, sont plutôt, au contraire, des gens qui vont empêcher des jeunes de tourner vers le terrorisme. Le terroriste, c'est celui-là qui a jamais foutu les pieds à la mosquée, souvent, qui regarde ça sur Internet, qui se radicalise tout seul et qui part. Donc on confond plein de choses. On confond plein de choses. Voilà, exactement. J'aimerais qu'on conclue ce débat avec du coup une question par rapport à ce que vous nous disiez, Aurélien, sur justement toutes les propositions concrètes qui pourraient arriver au sein de ces quartiers-là. Quelle est, selon vous, et vous aurez probablement un avis différent, mais la meilleure option politique dans cette élection 2022, mais plus globalement, pour que ces quartiers se redéveloppent le mieux possible et créent justement ce vivre ensemble ou créer du commun en fonction du choix des termes? Pour moi, il y a 3 choses sur lesquelles il faut travailler. Il y a l'école. Aujourd'hui, c'est pas normal que vous ayez encore l'école publique la mieux financée par l'État de Seine-Saint-Denis qui soit moins bien financée que l'école publique la moins bien financée par l'État de Paris. Vous voyez ce que je veux dire ? Le collège public de Paris, le plus pourri, il a plus d'argent de l'État que le meilleur collège de Seine-Saint-Denis. Et là, on ne parle pas d'école privée. Donc, vous voyez bien, déjà, pour moi, l'abandon aussi des catégories populaires. En financement par élève. Ouais, en financement par élève. Pour moi, l'abandon des catégories populaires, les catégories populaires qui lâchent la gauche, c'est ça. C'est à partir du moment où elles captent que leurs enfants n'auront pas la possibilité de faire des études comme on leur avait dit et de réussir comme les autres. À partir de ce moment-là, les catégories populaires, blanches ou pas blanches d'ailleurs, elles disent la gauche en fait nous a trahis parce qu'elle nous avait fait une promesse sur l'école, sur l'éducation, sur l'avenir de nos enfants, avec l'école publique et autres. Classiquement, c'était un combat de la gauche. Donc ça déjà, faut y mettre fin. C'est ce que Piketty appelle la gauche brahmane. Il a tout à fait raison sur ce point. Deuxième chose, le logement. Comment on peut se loger différemment ? Aujourd'hui, il y a un vrai problème. Aujourd'hui, pour venir... moi, je suis d'accord, certains étudiants, plutôt qu'une chambre de 9 mètres carrés à Paris, pourquoi ils vont pas dans certaines villes ? Très bien, faisons ces politiques-là d'attribution de logement, mais faisons aussi l'inverse. Pourquoi on est obligé de rester en cohabitation parfois jusqu'à 40 ans dans certains quartiers ou autres ? Parce que venir vivre à Paris... ouais, mais pour venir vivre dans le logement ou dans le parc privé à Paris ou autre, il vous faut un tel dossier, il vous faut gagner 3 fois le loyer, etc. Donc moi, j'ai des propositions claires là-dessus, sur comment on pourrait arriver, par exemple en rendant l'assurance d'un logement obligatoire pour un propriétaire sur les impayés de loyer, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de tri de dossier, ou beaucoup moins, et que les gens puissent se loger de manière différente. Et enfin, troisième point, vous avez quand même un sujet aussi, mon ami Moussa Camarade est déterminé, vous le direz, pourquoi il n'y a pas assez de gens qui viennent mettre des boîtes dans les quartiers ? Il faut de l'attractivité économique, il faut des vraies politiques. Alors, c'est vrai qu'à l'époque des zones franches de Juppé, ça n'avait pas très bien marché, les gens mettaient une boîte postale et s'en allaient, mais il faut reprendre cette question par le bon bout, parce que vous avez aussi un problème d'emploi, en fait. Vous n'avez pas assez d'entreprises qui s'installent dans ces quartiers-là. Vous jouez sur ces 3 points-là, vous allez voir bientôt, on parlera plus de tous ces problèmes, on aura beaucoup moins de débats sur l'immigration, sur l'islam, sur ce que vous voulez, parce que les vrais sujets, c'est ceux-là, c'est pas l'immigration ou l'islam. Il faut 3 choses, pareil que monsieur Taché, tiens. Déjà, il faut donner envie aux jeunes d'aimer la France, leur pays, en fait, et de se rendre compte de la chance qu'ils ont d'être ici, et pas dans leur bled, comme ils aiment le dire certains. Parce que moi, vraiment, je vois la nouvelle génération, on est mieux en France dans les quartiers que clairement, moi j'ai cette malchance d'avoir été délinquant, d'avoir été un peu anti-France, anti-système, etc. Quand j'étais plus jeune, voilà, j'étais un peu foufou. Et clairement, d'aller en détention, j'ai effectué un peu de temps en détention. Ça m'a remis les idées en place, je suis ressorti, j'ai bien vu, j'ai la chance d'avoir des aides sociales, j'ai la chance de vouloir étudier, j'ai pu intégrer l'université Panthéon-Assas. J'aurais jamais cru ça étant plus petit, en fait. Et clairement, en fait, il faut inculquer en fait ces valeurs aux jeunes aujourd'hui, qu'ils sont bien en France,
qu'on est dans un pays où ils ont l'égalité des chances, que même s'ils commencent dans un collège pourri en Seine-Saint-Denis, ils peuvent finir à Assas, en fait, tout simplement. Et pas leur mettre tout de suite dans leur tête qu'ils peuvent finir que joueurs de foot ou agents de la RATP ou rappeurs à succès. Et du coup, voilà. Alors, parce que en vrai, c'est ce que la gauche fait maintenant dans les quartiers, pour caricaturer, évidemment. Ensuite, il y a la sécurité. Montrer aux gens, notamment en banlieue, qu'on les entend en fait sur la sécurité. Tout simplement parce que c'est vrai que la gauche aussi, elle est plus occupée à dire que la police est raciste et méchante, taper sur tout le monde, etc. Mais pas en valeur assez des profils issus de l'immigration, qui sont dans la police. Et on peut citer Linda Kebab ou Abdoulaye Kanté, d'ailleurs, que vous avez reçu, qui a livré un témoignage très touchant. Voilà, il y a des gens qui s'en sortent aussi à servir la République, et ces trucs-là, on les met pas assez en valeur. Et troisième point, ça va être en fait arrêter de toujours voir le mal dans ce que vous appelez l'extrême droite. Moi, je refuse de les appeler d'extrême droite. Extrême droite, ça va être le parti de la folle là, qui était avec sa pancarte, le complot juif, etc. Ça, pour moi, c'est l'extrême droite d'aujourd'hui. Mais ce que vous appelez l'extrême droite, vous, non, c'est des gens, c'est des patriotes en fait, tout simplement. D'arrêter de traiter tout ce qui est camp patriote, camp national, etc., comme tout de suite de l'extrême droite. J'ai même vu que Onfray était d'extrême droite. Onfray, c'est mon auteur préféré. Je ne peux pas dire que j'ai lu de l'extrême droite toute ma jeunesse, quoi. Oui, alors moi je pense que là-dessus, mais ça serait l'objet d'un deuxième débat, il y a un terme qui s'appelle le confusionnisme que j'aime bien moi, c'est-à-dire que ce qu'on appelle un peu rouge-brun, Onfray, c'est quelqu'un qui va être capable d'avoir été libertaire à un moment, puis qui après va dire tout le contraire aujourd'hui. Appelons-les comme on veut, mais c'est quand même nationaliste, ultra-conservateur, oui. Tout ça c'est vrai. Et c'est pas des gros mots. C'est pas des gros mots, mais par contre, il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Les idées qui sont descendues, c'est celles-là. Si on a envie d'y adhérer, on a le droit, mais qu'on vienne pas m'expliquer que ces gens-là seraient la nouvelle extrême gauche, comme on l'avait fait tout à l'heure, parce que ça, Marine Le Pen, parce que ça, franchement, je peux pas accepter ça. Pour moi, elle est d'extrême gauche. Et ne caricaturons pas non plus les gens de gauche, tous, parce qu'il y a eu effectivement un PS, SOS Racisme, qui a vraiment échoué et que moi je rejette aussi, mais on peut avoir ça fait du bien d'entendre ça, franchement, mais on peut quand même rester fier des valeurs qui étaient au début celles qui auraient dû être dans ce camp-là et essayer de les reprendre de manière beaucoup plus actuelle et sans blabla, sans langue de bois, sans fausses bonnes idées comme a pu le faire pendant longtemps SOS Racisme ou des organisations qui n'ont pas beaucoup aidé les gens des quartiers populaires. Je vous rejoins, mais à mon avis Éric Zemmour ne les aidera pas plus et même ce sera pire. Voilà. Oui, après, c'est un capitaliste. Voilà. Merci beaucoup pour ce débat. C'était super intéressant. Merci beaucoup Anis, merci beaucoup Aurélien. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura permis d'éclairer un peu toute cette sociologie électorale, politique, idéologique, de parler aussi un peu d'immigration, de logement, de solutions pour l'école et j'ai compris que le terme reconquête n'était pas le bon, on va dire d'avancée républicaine au sein des quartiers. Merci. Refrancisation. Là, pour le coup, ce terme-là, je vous le laisse. Mixité sociale, tout simplement. Mais bon, voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Abonnez-vous au Crayon. N'hésitez pas à donner votre avis ou à poser des questions en commentaire. On se retrouve très bientôt pour un autre débat. Valorant. Ciao.